On a tous cette impression parfois que notre cerveau nous mène un peu en bateau, non? Ah oui, complètement. Qu'il nous guide discrètement vers ce qui nous arrange, ce qui valide ce qu'on croit déjà. C'est le sujet de notre exploration aujourd'hui, le fameux biais de confirmation. On va le décortiquer un peu avec des recherches, des articles, des analyses vidéo. C'est un sujet fascinant et très présent au quotidien. Alors, pour bien commencer, qu'est-ce que c'est exactement, ce biais de confirmation? Pour cadrer un peu les choses. Ben, simplement dit, c'est notre tendance, très naturelle d'ailleurs, à chercher, interpréter et même à se souvenir. Ah oui, la mémoire aussi? Oui, oui, la mémoire aussi. À se souvenir plus facilement des informations qui confirment nos idées, nos croyances, nos hypothèses. Et en même temps, On met de côté ce qui dérange. voilà, c'est ça, on a tendance à écarter ou en tout cas à minimiser ce qui pourrait contredire nos convictions. D'accord. Mais pourquoi on fait ça? Ça vient d'où ce réflexe? Alors, il y a plusieurs raisons en fait. D'abord, des raisons cognitives. Notre cerveau, il aime pas trop se fatiguer. C'est la loi du moindre effort. Logique. Face à la quantité d'informations qu'on reçoit tous les jours, on parle de chiffres fous, genre 500 heures de vidéos YouTube chaque minute, Incroyable. bah, le cerveau simplifie. Il va au plus court, au plus connu pour pas être submergé. C'est une sorte de gestion de ce qu'on appelle l'infobésité. Une stratégie de survie mentale, en quelque sorte. Exactement. Et puis, il y a les raisons motivationnelles. On cherche le confort psychologique. C'est désagréable d'avoir tort, ça crée une dissonance cognitive. Ces petits malaises quand on nous prouve le contraire. Tout à fait. Donc, on préfère ce qui nous conforte, ce qui nous plaît, ce qui va dans le sens de nos désirs. C'est la pensée désidérative. Plus une idée nous tient à cœur, plus ce moteur est puissant. C'est fou comme c'est ancré, hein. Tiens, pour illustrer ça, un petit jeu. Imaginez la suite. 2, 4, 6, 8. Mhm. Quelle est la règle? Spontanément, on pense à ajouter 2 et on propose 10. C'est simple, ça marche. Oui, c'est la première idée qui vient. Mais la règle pourrait être juste chaque chiffre est plus grand que le précédent. 9 marcherait aussi, ou 11. On voit bien qu'on saute sur la première hypothèse facile et on ne cherche pas plus loin à la tester, à la contredire. C'est un excellent exemple. Et ce mécanisme, on le voit partout. Dans le choix de nos lectures, des médias qu'on consulte. Nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux, j'imagine. Absolument. On va suivre les comptes qui pensent comme nous. Et quand une info est un peu floue, ambiguë, on va l'interpréter pour qu'elle colle à notre vision. Même notre mémoire joue le jeu, elle sélectionne les souvenirs qui nous arrangent. Et les algorithmes? Là-dedans? Ah, les algorithmes, ils amplifient le phénomène. Leur but, c'est de nous garder connectés. Donc, ils nous montrent ce qu'on aime déjà, ce qui confirme nos opinions. Les fameuses bulles de filtre. Exactement. On se retrouve enfermé dans une bulle où tout le monde pense un peu pareil. Et les conséquences, ben, ça peut être un excès de confiance, une polarisation des opinions de plus en plus forte, On voit ça tous les jours. et même la persistance de croyances erronées, même quand elles sont réfutées. Parfois, essayer de corriger quelqu'un, ça renforce sa croyance. C'est l'effet retour de flamme, le backfire effect. Ah oui, c'est contre-productif. Carrément. Et ces erreurs de jugement, elles peuvent avoir un impact sérieux, en finance, en santé, en politique, même en entreprise, pour un recrutement par exemple. Ça donne un peu le vertige. Est-ce qu'on est condamné à subir ce biais systématique ou on peut faire quelque chose? Heureusement non, on n'est pas condamné. La première étape, et c'est la plus importante peut-être, c'est d'en prendre conscience. Juste savoir que ça existe et qu'on y est tous plus ou moins sujets. L'humilité intellectuelle, en somme. Voilà. Charles Darwin, par exemple, il avait une méthode intéressante. Il prenait soin de noter méticuleusement toutes les observations ou les idées qui allaient contre ses propres théories. Ah, c'est malin ça. Oui, parce qu'il savait que c'était justement ces informations-là qu'il risquait le plus d'oublier ou de minimiser inconsciemment. Une discipline de fer. Tout à fait, et ça nous amène à des stratégies plus actives. Au lieu de juste chercher ce qui confirme nos idées, on peut faire l'effort conscient d'aller chercher la réfutation. Chercher à se prouver qu'on a tort. Exactement. À se poser la question, qu'est-ce qui pourrait me montrer que mon idée est fausse? C'est un peu contre notre nature, mais c'est très efficace. D'accord. D'autres pistes? Oui, une autre technique, c'est d'évaluer les différentes options possibles séparément avant de les comparer. Pour chaque option, se demander qu'est-ce qu'il faudrait comme preuve pour que cette option soit la bonne. Analyser froidement chaque scénario. C'est ça. On peut aussi se forcer à argumenter en faveur du point de vue opposé ou celui qui nous plaît de moins. Ça oblige à voir les arguments qu'on ignore d'habitude. Se mettre dans la peau de l'avocat du diable. Un peu, oui. Et plus globalement, cultiver la curiosité, l'ouverture d'esprit, accepter qu'on puisse changer d'avis.
Donc pour résumer, ce biais de confirmation, c'est un peu un réglage par défaut de notre cerveau. Utile parfois pour trier, pour se rassurer, mais potentiellement dangereux. Oui, parce qu'il peut nous enfermer dans nos certitudes et influencer nos choix, notre vision du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de la conscience et quelques stratégies, On peut apprendre à le contourner un peu. on peut naviguer un peu mieux contre ce courant naturel. Absolument. Et peut-être pour finir, une petite question à laisser infuser. Si même quand on cherche activement ce qu'on croit être la vérité, on peut être influencé par ce qu'on espère trouver au fond. Hmm. Comment on fait concrètement pour distinguer une conviction solide et argumentée d'un simple attachement confortable à nos idées de départ? C'est un défi permanent, je crois.